Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons aborder, après plusieurs chapitres où on a parlé d'approches théoriques, psychologiques et autres de la communication visuelle et de l'image. On a vu aussi des cas pratiques comme par exemple le marketing. Ici, on va aborder une approche qui est proche de l'histoire de l'art, qui doit beaucoup à Erwin Panofsky et à Hubert Damisch, qui sont deux théoriciens de l'image, et où on va se poser la question de la perspective qui est, quelque chose qui nous semble tellement naturel, qui est une manière très instinctive pour nous de représenter la réalité et qui pourtant est une manière qui a été construite au cours de l'histoire de l'art. C'est ça qu'on va essayer de voir ici. La perspective, ça nous semble tout à fait évident. Pourquoi? Parce que, la construction, des images en perspective obéit à des principes géométriques qui sont, ceux qui sont à l'œuvre dans l'œil humain. Effectivement, notre œil humain fonctionne comme une machine à projection plane, c'est-à-dire que, l'univers qui est extérieur à notre œil se projette à travers une lentille, le cristallin, sur un plan, le plan de la rétine. La perspective géométrique, n'est rien d'autre que cela, c'est-à-dire une manière de projeter un espace à 3 dimensions sur un espace à 2 dimensions. Alors même si ça nous semble tout à fait, logique d'un point de vue mathématique et si ça nous semble instinctif quand on voit une image en perspective, ben, on la comprend, ça a beaucoup d'implications par rapport à la manière de représenter le monde et en plus c'est pas quelque chose qui est très simple. Pour, les étudiants en infographie qui suivent ce cours, ils savent que les cours de graphisme et les cours de dessin qu'on leur dispense, bah, ils passent beaucoup de temps à apprendre à dessiner en perspective, parce qu'on a beau se dire que c'est facile, ben, en réalité, quand on est placé devant une feuille, ce n'est pas très simple. Quand on dessine les choses, généralement, on les dessine plus comme on les imagine que comme on les voit. Donc, même si la perspective est une manière rationnelle de représenter la réalité, ben, c'est pas une manière qui est si instinctive que ça pour notre main et notre œil. Et donc on va ici on va faire un petit parcours dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la représentation, et on va interroger la perspective comme une manière de représenter le monde, qui va dépendre de notre relation au monde et qui va aussi influencer notre relation au monde extérieur, interroger notre rapport sur celui-ci et définir certaines choses, heu, presque philosophiques en rapport avec les écoles avec les époques dans lesquelles on se trouve. Alors c'est difficile de définir la perspective sur un plan artistique. Albrecht Dürer, qu'on voit ici dans un autoportrait, a beaucoup produit de tableaux et de gravures sur le thème de la perspective. Il en a fait un excellent résumé historique et pratique. On va retenir ici que la perspective, c'est de la géométrie. Euh, c'est, euh, Ça implique la notion de pyramide visuelle et d'intersection de cette pyramide avec un plan. Donc, géométriquement, comme on le voit ici sur une illustration assez classique du théorème de Desargues, mathématicien français qui va formaliser de manière géométrique la perspective, bah, la perspective c'est quoi? C'est que devant notre œil se trouvent des objets en 3 dimensions, et quand on veut les dessiner en perspective, on va devoir faire comme si un plan se trouvait devant notre œil, et que les points se trouvent relativement à ce plan de la même manière que par rapport à l'espace en 3 dimensions. Donc je vous passe les définitions géométriques de cela. Albrecht Dürer donc propose plusieurs gravures qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Donc par exemple ici, la mandoline, eh bien on voit un personnage à gauche de l'image qui a posé une mandoline, objet en 3 dimensions, sur une table, et qui va illustrer la manière dont on trace le dessin en perspective sur le plan représenté par le cadre qu'on voit sur la droite du dessin. Alors, sur ce plan, on va dessiner une mandoline en perspective. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va projeter chaque point de la mandoline vers un point focal, qui est représenté ici par le petit crochet qui est au mur. Et donc, chaque fois que le fil à plomb partira d'un point de la mandoline pour arriver jusqu'au point unique du mur, et que ce faisant, il traversera le plan de perspective, le plan sur lequel on dessine, eh bien, il va virtuellement tracer un petit trou. On le voit dans le dessin de la mandoline qui a été retiré du cadre et qui a été placé face au spectateur. Et l'ensemble de ces petits trous va créer une projection de cet objet en 3 dimensions sur le plan. Voilà.
Alors, bien entendu, la gravure, c'est une démonstration un peu, théorique parce que on se doute bien que c'est pas possible d'arriver à tracer exactement le point au bon endroit sur le plan. Si c'est une feuille de papier, ça ne fonctionnera pas, mais néanmoins, on voit bien l'idée qui est de partir de tous les points, d'un objet en 3 dimensions et de les projeter vers un point unique, qui est le point focal, et d'avoir un plan qui va intercepter tous les trajets de ces points et sur lesquels les points vont venir créer la représentation qui sera en perspective géométrique. D'autres manières de dessiner, voilà, on voit ici que l'artiste utilise un fil à plomb accroché au mur et qu'il va pointer avec le fil à plomb derrière sa feuille qui est donc transparente ou semi-transparente, il va pointer en direction de tous les points de l'objet et il va les marquer sur le plan, donc ça c'est peut-être un peu plus facile à faire. Il y a une difficulté qui est le point de vue qui doit toujours être le même, mais néanmoins, voilà, on voit que si on place la ligne à côté de l'œil, on va arriver à dessiner en perspective comme ça. Le dessin du bas, technique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le carroyage. Carroyage qui permet de quadriller l'espace, c'est-à-dire qu'on va utiliser un cadre avec des lignes verticales et horizontales, soit dessinées sur une surface transparente, soit simplement des fils qui vont être tendus de haut en bas et de gauche à droite. Et puis on va utiliser un point de vue unique qui est représenté par cette petite pyramide que l'artiste doit placer juste devant son œil, on le voit sur la droite du dessin. Et puisque l'espace est quadrillé, on va avoir des repères par rapport à l'espace et on va pouvoir dessiner le modèle, donc cette dame un peu grassouillette, on va pouvoir la dessiner en tenant compte des intersections des différents points, enfin de la localisation des différents points dans l'espace qui a été quadrillé par un système orthogonal, donc repéré. Ça permet d'aider l'œil à dessiner en perspective. Alors, ces gravures de Dürer, elles illustrent à la fois la méthode, qui est l'application d'un théorème géométrique, et la difficulté qu'il y a à utiliser la perspective. On a besoin d'avoir des machines, des outils qui vont nous aider à dessiner en perspective, parce que c'est pas très simple de dessiner en perspective. Alors, la réalisation est difficile, même si les principes mathématiques sont simples, mais dès qu'on maîtrise les paramètres du dessin, alors on va pouvoir jouer avec la perspective, faire des démonstrations et dépasser même le dessin de la perspective. Là, par exemple, un dessin du XVIIe siècle, Nicéron, une composition de corps géométriques, on voit que là, il y a une volonté de démonstration là-dedans qui va montrer toutes les applications et toutes les subtilités du dessin, des ombrages, de la projection, etc. Avec une projection sur le plan latéral, avec une projection sur le plan horizontal, et puis avec la vision en perspective. C'est assez riche et c'est évidemment une espèce de chef-d'œuvre de la perspective. Nous allons débuter ce chapitre en revenant très largement en arrière. On va faire un parcours historique à travers les formes de dessin. On va partir de la préhistoire. Et puis on va essayer d'arriver jusque ce que Erwin Panofsky nomme une forme symbolique. La perspective est une forme symbolique, on le verra illustré à travers ces différents chapitres. On reviendra à chaque fois sur les implications esthétiques et philosophiques des manières de représenter. Et puis on verra aussi comment on peut dépasser la perspective et comment la perspective peut être réinterprétée à l'époque moderne. On commence donc ce parcours historique par la préhistoire, degré zéro du dessin. La préhistoire, c'est donc cette période de l'évolution qui est avant l'histoire. Techniquement, avant l'histoire, ça veut dire avant l'invention de l'écriture. On est donc ici à une époque qui se situe au minimum, il y a 6, 7, 8, 10 000 ans. Voilà. Alors, les dessins de la préhistoire, on en connaît beaucoup. Il va y avoir des exemples réels après, mais euh, un exemple de technique qu'on utilise à la préhistoire, c'est la technique du pochoir. Comment on fait le pochoir? On pose sa main sur une surface, on prend des pigments, par exemple, dans sa bouche, si on n'a pas d'autres moyens, on souffle les pigments sur sa main et sur la paroi, et forcément, là où la main est appliquée sur la paroi, les pigments ne vont pas s'appliquer, et donc on aura une main négative, c'est-à-dire un dessin qui est fait par réserve. On a des pigments partout, sauf à l'endroit de l'objet qu'on veut représenter. C'est pas tout à fait du dessin, mais c'est une technique de représentation, et ça a quelque chose d'assez troublant parce que en faisant le geste de dessiner une main au pochoir, donc en projetant à partir d'un point unique qui est la bouche, en projetant des pigments sur une surface, quelque part on fait le travail inverse de la perspective. La perspective consiste à projeter un objet sur une surface. Ici, on va projeter à partir d'un point unique
les pigments sur une surface et sur l'objet. Donc on a les mêmes éléments, mais qui sont utilisés un petit peu différemment. C'est très étonnant et il y a un côté tactile et un côté très physique aux mains, au pochoir. Parce qu'évidemment, quand on voit un dessin comme celui dans une grotte, bah, notre premier réflexe en tant qu'être humain est évidemment toujours le même, c'est d'aller mettre notre main exactement à l'endroit du dessin, voir si notre main est plus grande et plus petite. Et en faisant ça, on met notre main exactement au même endroit que l'homme préhistorique, décédé depuis des dizaines de milliers d'années, qui a fait le dessin. Et donc on a presque un contact physique avec l'être qui a dessiné la main au pochoir. C'est assez troublant. Alors il existe des techniques de main au pochoir, des mains positives et puis des mains négatives, mais aussi des mains positives. Exemple ici dans la grotte de Gargas en Patagonie, où on a un ensemble de mains. Alors là, on n'est plus tout à fait dans la représentation de la main, euh, mais on est plus dans une volonté esthétique de recouvrir et de créer un motif. Donc, il y a des milliers d'années, les êtres humains, ils peignaient, ils dessinaient, ils sculptaient aussi, on ne va pas s'y intéresser tellement ici, mais ils utilisaient des images. Alors, on a évidemment des exemples qui sont très, très connus et très célèbres d'art rupestre. Donc, en Europe occidentale, on a Lascaux, évidemment, la grotte de Lascaux, qui est quelque chose d'assez complexe. Il y a plusieurs salles, il y a des dessins de styles différents. euh, L'occupation est très ancienne. On est entre 15 000 et 18 000 ans avant notre ère. euh, et donc, on a des dessins qui sont compliqués. Il y a un autre centre dont on parlera tout à l'heure, qui est la grotte Chauvet en Ardèche, en France également, où on a là de l'occupation jusque moins 33 000. Donc on remonte beaucoup plus en arrière encore dans le temps. Donc, des exemples d'occupation de la grotte de Lascaux. Et qu'est-ce qu'on constate dans la grotte de Lascaux? Ben, on constate qu'il y a vraiment là une volonté de représentation. On a des objets qui sont clairement des objets du monde réel. On a des bovidés, on a des animaux qui sont disposés dans le bon sens, avec les pattes vers le bas, avec la tête vers le haut, avec vraiment une volonté de représentation du réel. Ça ne veut pas dire que la volonté de représentation correspond à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne dessine pas pour dessiner. Il est très clair dans les utilisations, même si, évidemment, c'est soumis à interprétation, hein, puisque, encore une fois, c'est de la préhistoire, donc on n'a aucun document historique qui nous permet de démontrer ce qu'on voit à la grotte Lascaux, mais on est presque certain qu'il y avait un usage magique, un usage lié à une pratique religieuse ou en tout cas spirituelle à l'intérieur des grottes. Alors, un gros plan sur la scène des chevaux, ce qu'on appelle la scène des chevaux. Donc on voit qu'on a un bovidé au-dessus qui ne saute pas vraiment au-dessus d'un cheval, mais on a les trois petits chevaux sur la droite et puis deux sur la gauche. On a un motif géométrique là encore sur la gauche en forme de grille ou de herse, on ne sait pas très bien. Euh, on ne comprend pas ce dessin, on n'a pas d'explication, donc on ne peut pas vraiment la comprendre, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté de représenter les objets. Il n'y a pas de volonté de représenter les objets dans le monde, on représente l'objet en lui-même. Il y a une esquisse de perspective. On voit que les trois chevaux sont disposés avec une hauteur différente sur le plan, probablement pour suggérer un peu la profondeur, mais néanmoins, on voit que le bovidé du dessus, bah, il est représenté en gros là où il y avait de la place. Ce qu'il est intéressant de noter également avec la grotte de Lascaux, c'est les conditions de travail. Donc la grotte de Lascaux, elle est étroite, elle est très profonde, vraisemblablement, à l'époque, les moyens d'éclairage, c'était quoi? Ben, c'était des espèces de lanternes, mais pas des lanternes comme on les connaît aujourd'hui. Une lanterne, à l'époque préhistorique, c'est un espèce de petit bol ou de petit creuset en pierre qui contient de la graisse animale, dans lequel on met une mèche et ben, qui va effectivement produire de la lumière, mais qui va puer, qui va dégager de la fumée, et donc on va être très rapidement enfumé à l'intérieur de la grotte. Donc on est dans des conditions très 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 difficiles pour travailler. Et malgré ça, on voit qu'il y a une richesse dans les dessins et puis qu'il y a aussi une utilisation de l'environnement. On voit bien que on a utilisé le relief ici pour figurer une espèce de sol sur la gauche, qu'il y a une orientation avec les serres. On est ici dans la salle du puits de Lascaux, et que ben voilà, on a vu qu'il y avait, on a constaté en examinant la grotte qu'il y avait des trous pour les échafaudages. Donc on a consacré pas mal de moyens à l'époque pour créer ces illustrations.
Et donc, bah, voilà, on voit alors on le voit pas ici sur cette photo-ci, mais dans la scène du puits, on a, un chasseur qui est incliné en arrière, qui est blessé, il y a une série de cerfs qu'on voit ici sur la droite qui semblent, dépasser des flots d'une rivière. Il y a probablement d'ailleurs de l'eau dans la grotte de Lascaux à l'époque. Donc un art qui est primitif, des moyens techniques limités, des moyens techniques importants, malgré tout, mis en ordre, donc limités dans leur technologie, mais importants, en volume, parce qu'il a fallu, transporter des bois, créer des échafaudages, supporter les conditions de travail, et cetera. Mais il y a quand même une beauté qui est incontestable là-dedans, mais pas une beauté qui correspond à notre manière de représenter le monde. Je prends un autre exemple qui vient de la grotte Chauvet, la fresque des lions à l'intérieur de la grotte Chauvet. On est très très loin de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du photoréalisme. On est plus dans une volonté esthétique générale, mais il est incontestable que dans cette fresque, il y a une espèce de mouvement, il y a une espèce de déplacement, de force, de vitesse qui nous frappe et dont la beauté un peu brute, un peu primitive est assez impressionnante aujourd'hui. Et donc, faut jamais oublier que ce sont des dessins qui datent d'il y a 30 000 ans, heu, et que donc leur efficacité, leur impact vient non seulement, de leur rassemblement, de la technique du dessin elle-même. On voit quand même que les dessins des têtes de lion sont assez, finement, exécutés et c'est très étonnant de voir que cette complexité, elle est au service d'une représentation du monde qui est complètement différente de la nôtre. On représente les objets, on ne représente pas les scènes. On représente des choses, on ne représente pas le monde, on représente des choses qui sont individuelles. Donc il n'y a pas de volonté de représenter le monde dans sa globalité et de rendre compte de la réalité physique du monde lui-même. Ce degré zéro, en quelque sorte, de la représentation visuelle du monde et des objets qui composent le monde, va évoluer dans l'histoire et notre deuxième étape dans l'histoire de la représentation, ce sera l'Antiquité égyptienne. Alors, l'Antiquité égyptienne, c'est un peu compliqué par rapport au dessin. On connaît surtout les Égyptiens par rapport aux sculptures et aux gravures, évidemment. Hem, L'Égypte, bah, grosso modo, apparaît, il y a bien longtemps, hein. On pense que la civilisation égyptienne, on ne connaît pas très bien son début, mais commence, probablement vers -10 000. On sait que, vers -3000, -4000, l'écriture cunéiforme va apparaître en Mésopotamie et qu'elle est une réunion, de plusieurs choses, et que probablement à la même époque, en Égypte, bah, les hiéroglyphes vont apparaître. Le croissant fertile, c'est donc cette zone courbe qui est entre la Mésopotamie et l'Égypte. C'est le berceau de notre civilisation, c'est le berceau de l'écriture, c'est le berceau de beaucoup de choses. On va passer sur tout ce qui se passe entre la préhistoire et l'Égypte pour arriver donc, après l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, on est en -3000 à peu près, -3150. Et c'est vraiment l'apogée de la civilisation égyptienne qui va durer jusque à peu près 1300 avant Jésus-Christ. Je vous fais remarquer que cette, période, elle est, quasiment aussi longue que l'ère chrétienne, hein, depuis 0 jusque 2021, l'année actuelle. Donc c'est extrêmement long. Le résumé que nous pouvons en faire est forcément succinct. Il y aurait des tonnes de choses à dire, puisque, en 30 millénaires, depuis la préhistoire, les choses ont bien sûr évolué et puis en 2 ou 3 millénaires d'histoire égyptienne, les choses ont forcément évolué également. Donc la civilisation égyptienne couvre une période, très, très longue, plus longue que l'ère chrétienne, donc, il est évident qu'on ne peut pas en rendre compte de manière exacte. Alors, les Égyptiens, qu'est-ce que nous voyons, chez les Égyptiens? Ben, nous voyons une civilisation qui, au départ d'une vie nomade, d'une vie précaire, va passer à une vie sédentaire. La modernité va s'installer en Égypte. Profitant des crues du Nil, les agriculteurs vont, avoir des terres fertiles à cultiver, on va inventer l'élevage et cetera, l'écriture. Tout ça va nécessiter, l'utilisation d'une écriture, qui va être une écriture, très proche du dessin et tout ça va, créer une première forme de culture utilisant l'écrit. Les Égyptiens pratiquent beaucoup la statuaire, sur des modèles qui sont souvent presque grandeur nature, voire plus grands, où la finesse des détails vont sauter aux yeux, alors que la sculpture, pendant la préhistoire, peut-être essentiellement pour des raisons pratiques, se concentrait sur des petites figurines. Alors ici, avec une civilisation sédentaire, bien entendu, on peut construire 2 bâtiments et faire des objets qui sont beaucoup plus grands.
Les Égyptiens vont essentiellement représenter l'être humain. Là où l'art de la préhistoire était essentiellement symbolique, les Égyptiens vont représenter l'être humain en grand format, avec une volonté manifeste de réalisme anatomique. Les Égyptiens, par ailleurs, pratiquent la médecine, pratiquent la science, ont un esprit plutôt rationnel pour ce qu'on peut en savoir. Il ne faut jamais oublier que, par exemple, Ptolémée, euh, savant égyptien, va calculer avec une précision assez remarquable de quelques pourcents d'erreur la distance de la Terre à la Lune. Donc les Égyptiens sont des gens qui savent que la Terre est ronde, que la Lune gravite autour de la Terre, et sont capables, avec des observations, de calculer de manière à peu près exacte la distance de la Terre à la Lune. Donc les Égyptiens ne sont pas des manches en matière de science, ils connaissent vraiment les choses. La science égyptienne a un grand prestige dans les temps anciens, elle est une espèce d'emblème du développement de la civilisation égyptienne. La médecine aussi est très avancée, donc ils ont des notions d'anatomie, et pourtant, et pourtant, ce qu'on va constater, c'est que dans la représentation du corps humain, ben, les Égyptiens vont essentiellement styliser les choses. On le voit ici sur les fresques qui sont sur la diapositive. Ben, personne ne peut avoir cette apparence dans le monde réel. Donc le pagne qui est allongé vers l'avant, les jambes qui sont de profil, le buste qui est de face, les épaules extrêmement carrées, la tête de profil, personne ne marche comme ça. On a même fait une danse dans les années 80, Walk Like an Egyptian, que vous connaissez sans doute. Et donc on a une stylisation extrême du corps humain. Dans le même temps, l'écriture hiéroglyphique se basent sur des formes de la vie réelle, mais qui vont elles aussi être stylisées. Et tout ça, les formes humaines et l'écriture hiéroglyphique, va pas forcément être utilisé d'une manière aussi rationnelle que nous. Nous, l'écriture, elle se situe sur des écrits dans des livres, sur des prospectus, c'est rangé, c'est carré, c'est utilitaire. Chez les Égyptiens, il va y avoir une utilisation du graphisme beaucoup pour décorer des bâtiments. Alors, on a évidemment des documents administratifs, on a des livres un livre, en réalité, à l'époque, c'est un rouleau de papyrus, donc ça n'a pas des pages, c'est enroulé, mais bon, on a ça, mais on a aussi une volonté décorative euh, avec les hiéroglyphes et avec les représentations humaines, où on va, là encore, retrouver une stylisation et donc les êtres vivants, les êtres humains et même le monde sont stylisés, sont vus comme des motifs géométriques, comme des choses aux proportions idéales. Et cette notion d'idéal, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que l'idéal de la beauté chez les Égyptiens, eh bien, c'est d'avoir la taille fine, les jambes longues et fines également, la carrure large, le torse en triangle, donc avec la taille fine et les épaules larges, et d'avoir un beau profil avec un nez extrêmement bien marqué. Et cette manière de conceptualiser l'être humain, c'est ça qu'on va retrouver dans le dessin des Égyptiens. Donc même s'ils étaient très forts en anatomie, en médecine et en tout ce qu'on veut, eh bien la manière de représenter l'être humain va être influencée par la manière de penser l'être humain. Et ça, c'est peut-être le premier jalon qui va nous démontrer que la perspective est une forme symbolique, une manière de penser le monde. La manière dont nous dessinons le monde est influencée par la manière dont nous pensons le monde. Les Égyptiens étaient probablement artistiquement capables de faire du photoréalisme, mais ils ne vont pas le faire parce que l'écriture et le dessin ayant un but, une utilisation symbolique, religieuse, spirituelle, eh bien, il est plus logique pour eux de faire en sorte que leur dessin renvoie à leur notion d'idéal du corps humain, à leur vision spirituelle de la beauté. Voilà. C'est donc la beauté du corps qui est représentée, pas le corps physique. Et le dessin va se conformer à l'idée de la forme. Dans la mise en scène aussi, les images sont à la fois sommaires et complexes. Les Égyptiens dessinent peu de décors, euh, mais ils vont utiliser une complexité graphique qui va être importante. Euh, c'est notamment dû à leur système d'écriture. On voit ici un extrait du Livre des Morts, où on a un mélange de dessins figuratifs, donc d'illustrations et d'hiéroglyphes, et on voit que les hiéroglyphes étant elles-mêmes une manière de dessiner, eh ben, on va avoir un renvoi entre les deux. Là où on a peu de décors, ben, on aura de l'écriture qui va se mêler aux illustrations, ou des illustrations aux décors, qui vont donner un ensemble esthétique qui occupe l'espace presque à la manière d'une bande dessinée, à la manière d'une illustration. L'art égyptien, comme la plupart des arts antiques, il est utilitaire, il est spirituel, hein, beaucoup plus que récréatif ou que purement esthétique.
Les images qu'on connaît, sont dans des lieux de culte, sont des écrits qui sont importants, qui sont symboliquement importants, et donc ça explique peut-être aussi le fait que, les Égyptiens dans ces écrits-là, heu, bah, dans la forme, transcrivent leur spiritualité, en plus de simplement la représenter ou de l'écrire avec, des hiéroglyphes. Dans toutes ces représentations, on va aussi retrouver quelque part des indices de relief, des indices de perspective. On voit ici Anubis en train de sortir un pharaon de son sarcophage, probablement. Bah, on voit que le sarcophage est au premier plan. Anubis, à cause de son geste, n'a pas tout à fait les épaules triangulaires, hein, placées de profil, puisque forcément il a un bras derrière l'autre. Donc on voit bien que cette idée de relief, de profondeur du plan, elle est là, mais elle n'est pas exploitée. De la même manière, ici encore le livre des morts, on voit la fresque, pardon, le dessin linéaire qui se trouve en haut des hiéroglyphes, bah, on voit bien effectivement qu'il y a la notion de sol, il y a la notion, hein, les deux animaux de trait, là, qui sont l'un derrière l'autre. C'est pas un animal à 8 pattes et 2 têtes, c'est deux animaux. On voit bien qu'il y a une conscience du relief du monde, et de la manière dont les objets se situent les uns par rapport aux autres dans le monde. Mais ce n'est pas utilisé. Ce n'est pas utilisé pourquoi? Bah, encore une fois, parce que cette volonté d'illustration et cette volonté de se conformer à un idéal, prend le pas sur toute autre forme de représentation. Donc on a des choses qui sont extrêmement belles, extrêmement soignées. Les Égyptiens, utilisent la feuille d'or, ils passent beaucoup de temps à colorier, à dessiner, leurs représentations. Donc c'est extrêmement raffiné, extrêmement complexe, extrêmement difficile à faire. Mais, encore une fois, ça n'a absolument rien de photoréaliste. Ici, la scène avec Pharaon et son épouse sur la droite, bah, le cercle avec des lignes qui descendent, c'est le soleil. Bah, le soleil, en fait, on va pas le représenter comme le soleil, comme le vrai soleil, on va le représenter comme la divinité qu'il est, c'est-à-dire comme une sphère un peu mystérieuse, avec des rayons qui descendent et qui touchent les êtres humains, etc. Donc, une manière de représenter le monde qui n'est pas conforme à la réalité physique du monde, même si les Égyptiens sont très conscients de la réalité physique du monde et ont des connaissances scientifiques qui leur permettent d'envisager cette complexité dans toute son épaisseur. Ils vont utiliser une manière de représenter le monde qui correspond plutôt à leur idéal, à leur idée de comment le monde est ou devrait être. Alors, cette représentation d'un idéal, on va la retrouver un petit peu plus tard, on fait un saut moins important en avant, hein, on va se retrouver aux alentours des débuts de l'ère chrétienne, dans l'Antiquité gréco-romaine. Je ne ferai pas de différence dans le cadre de ce cours entre l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Vous savez, notamment si vous avez lu Astérix, que bah, les Grecs et les Romains partagent énormément de choses. La civilisation romaine s'est construite en parallèle ou en superposition avec la civilisation grecque, en passant notamment par les Étrusques, hein, qui sont une espèce d'intermédiaire entre les deux. Mais vous savez par exemple que les divinités grecques et les divinités romaines, bah, c'est les mêmes, si ce n'est qu'elles portent des noms différents. Là où Zeus est le chef des dieux chez les Grecs, bah, Jupiter est le chef des dieux chez les Romains, mais en réalité c'est le même, et la mythologie se décalque entre les deux civilisations. La civilisation grecque est donc l'ancêtre le plus direct de notre civilisation occidentale moderne. Les Romains sont notre ancêtre direct, mais comme ils ont tout copié sur les Grecs, voilà, nous avons une filiation directe avec ces deux civilisations. Les Grecs, inventeurs de la philosophie et des mathématiques, Euclide, père de la géométrie moderne, euh, les Romains ont tout piqué aux Grecs, mais y ont ajouté peut-être une volonté de conquête et de bâtir qui n'existe pas vraiment chez les Grecs. On connaît aujourd'hui les vestiges romains, hein, les villes romaines, les aqueducs, les villas, les chaussées romaines, les amphithéâtres, etc., etc. Donc là, on a vraiment des choses qui sont encore très visibles aujourd'hui et qui sont extrêmement impressionnantes. Alors, je donne juste une image grecque, troisième style, une fresque grecque comme ça, qui montre un dessin en relief
enfin en relief, une représentation du relief d'une ville. Et dans ce dessin se trouve déjà euh, toute l'essence de ce qui va être visible dans les représentations artistiques à l'époque grecque et à l'époque romaine. On y voit donc des bâtiments. On verra beaucoup de bâtiments chez les Romains et on verra le rapport entre l'art euh, pictural et le bâtiment. Et puis on voit que même s'il y a des indices de perspective, hein, on voit les toits en oblique, une échelle, des ombres un petit peu, une colonnade qui est en oblique, mais on voit bien là que ça n'a pas l'air très en ordre. Du point de vue de la perspective, en fait, c'est pas tout à fait correct. Donc en réalité, malgré les apparences, ce dessin, il n'est pas en perspective. Il présente des indices de représentation du relief à l'intérieur du plan, mais néanmoins, pour autant, il n'est pas en perspective. Et c'est ça qui va faire l'intérêt de toute la représentation chez les Romains. Alors, petit rappel quand même, l'Empire romain c'est grand. L'Empire romain s'étend grosso modo de nos régions et peut-être même encore un peu plus au nord, y compris les îles britanniques, jusque le nord de l'Afrique. Il s'étend du Portugal jusqu'au Moyen-Orient, enfin jusqu'au Proche-Orient actuel, donc la Palestine notamment, la Turquie, et il comprend l'Égypte, la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. Donc c'est absolument gigantesque, c'est un peu plus grand en superficie que l'Europe actuelle. L'Empire romain va reposer forcément sur une civilisation romaine qui va être extrêmement performante. Les Romains possèdent des technologies, les Romains possèdent une industrie, ils sont capables de mettre en route une série de choses qui vont permettre l'unification de l'Europe. Je vous rappelle qu'à l'époque, ici c'est une représentation de l'Empire romain en 150 après Jésus-Christ. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'avion. Donc pour arriver à unifier administrativement un empire d'une taille pareille, on doit se reposer sur une administration qui est hiérarchisée, qui maîtrise l'écriture d'une manière utilitaire et très performante, qui peut utiliser des technologies comme par exemple la chaussée romaine, qui vont permettre de raccourcir les temps de déplacement entre deux villes, etc. etc. Donc l'Empire romain, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux, scientifique, rigoureux et extrêmement performant. Alors, pour ce qui concerne la représentation picturale à l'époque romaine, eh bien, on en a essentiellement une source qui est une source très très importante par rapport à ça, c'est Pompéi. La ville de Pompéi, à côté du Vésuve, dans le sud de l'Italie, enfin le tiers sud de l'Italie en tout cas, près de Naples actuellement, la ville de Pompéi a été recouverte par les cendres d'une explosion volcanique il y a bien bien longtemps. Et en fait, cette explosion et cette éruption ont été extrêmement soudaines, ont figé la ville dans son état de l'époque, ont tout recouvert, et puis la ville euh, n'a pas été dégagée, on l'a laissée sous les cendres du Vésuve. La vie a continué à côté, puis elle a été oubliée, et puis elle a été redécouverte assez tardivement, au XXe siècle, et elle a été redécouverte en l'état. La cendre volcanique a bien entendu détruit beaucoup de choses à l'extérieur des bâtiments, elle a tué tous les êtres vivants qui se trouvaient sur place, mais l'intérieur des bâtiments, dans beaucoup de cas, a été remarquablement préservé, et c'est le cas notamment de la Villa des Mystères à Pompéi. Villa des Mystères appelée comme cela parce qu'on ne sait pas exactement à quoi servait ce bâtiment. Euh, les fresques qui s'y trouvent sont assez mystérieuses, donc on ne sait pas. Est-ce que c'était une espèce de boîte de nuit de l'époque, un lupanar, ou autre chose, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que s'y trouvent des fresques qui sont extrêmement détaillées, dont les couleurs sont remarquablement bien préservées et qui présentent des caractéristiques importantes par rapport à la manière de représenter le monde et surtout les êtres vivants. Là où les décors grecs, sur des fresques et sur des vases, sont extrêmement fins, on connaît les vases grecs, vous en avez des exemples dans le livre. Ils sont extrêmement fins, ils sont extrêmement détaillés, mais il n'y a absolument aucune volonté de photoréalisme. Alors ici, dans la Villa du Mystère, clairement, il y a une volonté de photoréalisme. On voit bien le modelé des visages, les attitudes relativement communes des personnages qui servent du vin, qui jouent de la lyre, qui marchent, qui peu importe. Mais on remarque deux choses.
La première chose, c'est que cette fresque, elle est intégrée sur un mur, et donc elle est intégrée comme un élément architectural. On voit qu'il y a suggéré des colonnes et une ouverture dans le mur qui fait comme si cette fresque était la figuration d'une pièce qui se trouve à côté de la pièce où on se trouve. Ça, c'est très important. Je le montre dans sa perspective. Donc cette volonté d'intégrer le dessin pictural à l'architecture, elle est très liée à la volonté de bâtir des Romains, puisqu'ils vont utiliser le dessin comme un peu une manière d'agrandir les pièces. Quand on regarde ceci, par exemple, bien on voit qu'il y a des arcades, il y a un plafond à caisson, des colonnes, derrière un décor qui peut être une bibliothèque, on ne voit pas très très bien. Ici une ouverture dans le mur de droite, pas l'ouverture dans la maçonnerie, mais plutôt l'ouverture sous forme d'une fenêtre. Et donc on voit que le dessin va être utilisé en lieu et place d'une fenêtre. Les Romains vont pratiquer le trompe-l'œil et vont ouvrir les espaces grâce à l'architecture. Je vous montre également des scènes de personnages. Ces personnages sont dessinés d'une manière qui est anatomiquement relativement correcte, avec, bon, ce sont des personnages nus, donc bon, il y a peut-être une volonté de stylisation par rapport aux critères esthétiques de l'époque également, mais on voit que ce sont des personnages qui sont effectivement anatomiquement corrects. Il n'y a pas, comme chez les Égyptiens, une volonté extrême de stylisation, en tout cas. On voit le personnage de gauche qui n'a qu'un bras. Chez les Égyptiens, c'est impossible. On a deux bras, donc on doit les voir. De la même manière que, comme les jambes étaient dessinées de profil, ben on les décalait, une en avant, une en arrière, pour bien montrer qu'il y avait deux jambes très longues et régulières. C'était une volonté esthétique. Ici, ma foi, la volonté réaliste, c'est-à-dire ben, quand on est de profil, forcément il y a un bras qui est masqué, prend le pas sur la volonté esthétique. Donc les personnages sont dessinés de manière relativement réaliste, mais vous voyez qu'il y a peu de relief. Or, je viens de vous le dire, les Romains utilisent la représentation picturale et les images comme une volonté d'ouvrir l'espace. Mais en fait, ils ouvrent l'espace, mais avec une profondeur de champ, si vous voulez, avec une profondeur dans l'espace qui est limitée. Donc ici, on a quelque chose qui pourrait être vu comme étant en perspective. Tout ça fonctionne ensemble, les personnages sont cohérents les uns par rapport aux autres, les tailles sont cohérentes, les recouvrements sont cohérents, donc on a une représentation du relief qui pourrait passer comme une représentation en perspective. Quand on regarde ici, cette image que je vous ai déjà montrée, c'est presque le cas aussi. Si vous regardez les plafonds à caisson, il y a peut-être un trompe-l'œil qui n'est pas parfait, mais enfin en gros on y est. Par contre, si on regarde cette fenêtre-ci, alors là on voit, sans pouvoir dire quoi de manière instinctive, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas cohérent dans la représentation du relief. Donc, on utilise le relief dans le dessin, on va réellement le représenter pour ouvrir les espaces, mais on va le faire sans volonté de cohérence globale. C'est-à-dire qu'on va représenter des choses où on donne des indices de relief, on indique des choses penchées, des choses qui sont cachées les unes derrière les autres, des ombres, etc., mais sans réelle volonté de représenter le monde dans son entièreté. Alors on va le constater avec un exemple de dessin qui est un dessin d'amphithéâtre. Alors ici je vous remets un dessin d'amphithéâtre parce qu'on a toujours en tête le Colisée quand on parle d'amphithéâtre, mais en réalité les amphithéâtres romains n'étaient pas du tout bâtis souvent sur le modèle du Colisée, ils profitaient plutôt du relief. Donc on voit qu'ici on a profité du relief d'une colline pour creuser un amphithéâtre en son centre, et donc sur le côté on a des escaliers d'accès qui ressemblent à celui qui est sur la photo du bas. Alors, représentation romaine, donc picturale, de ce type d'amphithéâtre, ben, c'est ceci. Alors qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate qu'on a bien la forme, on a un amphithéâtre, on a effectivement l'escalier, on a des personnages qui sont plus petits que l'amphithéâtre, sont peut-être un peu grands, mais enfin bon, on les a quand même représentés plus petits que l'entièreté, donc ils sont suggérés, ils sont relativement lointains. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, que si on prend une partie de la représentation, donc par exemple si on reprend cette partie ici, la gauche de l'escalier,
Bah, ma foi, oui, ça fonctionne, c'est en perspective, il y a des choses cachées les unes derrière les autres, il y a une oblique, bon, ça fonctionne. Si on regarde la partie droite, bah, ma foi, elle fonctionne aussi, elle est représentée de la même manière. Si on met les deux ensemble, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on voit l'escalier de droite comme ceci, bah, l'escalier de gauche, il sera forcément caché parce que le muret reviendra devant l'escalier. Donc la représentation n'est pas cohérente entre les deux parties de l'escalier. De la même manière, la représentation de cette petite cabine ici, petite maison devant l'amphithéâtre, elle n'est pas correcte par rapport à la représentation d'aucun des deux escaliers. Donc les Romains vont pratiquer la mise en perspective, le relief, mais ils vont le faire d'une manière qui sera incorrecte à l'échelle globale. On a ce qu'on appelle une unification partielle du plan de perspective, c'est-à-dire que localement, à l'échelle d'un escalier, ou d'un autre escalier, ou d'un autre élément de décor, eh bien, les représentations seront correctes et donneront une idée correcte du relief, mais par contre, au niveau global du monde, donc une espèce dans l'unification globale de l'univers, alors là, on n'y est pas. Et ça s'explique techniquement par un constat géométrique et dans la technique du dessin, qui est que les Romains connaissaient la technique de la ligne de fuite, mais pas la technique du point de fuite. Le point de fuite, techniquement en dessin, est ce qui va permettre d'unifier la vision à l'échelle globale de l'image. Quand on utilise des lignes de fuite, bah, ça suffit localement pour faire une partie d'escalier. Mais ça ne suffit pas pour arriver à unifier clairement un espace plus vaste. Pour faire ça, on a besoin que toutes les lignes de fuite qu'on a utilisées à différents endroits du dessin se rassemblent dans un point de fuite. Alors exemple ici avec une fresque toujours à Pompéi, on a une perspective, on a de la perspective, les Romains dessinaient en perspective, hein, on voit qu'on a des lignes de fuite, mais on a une perspective qu'on va appeler en arête de poisson. Ça veut dire quoi en arête de poisson? Ben, ça veut dire que si on trace les lignes de fuite et qu'on regarde leur intersection, eh ben, toutes les intersections vont se retrouver sur une droite au milieu du tableau. Et donc on va avoir les lignes de fuite qui vont se trouver ici, l'intersection est là, ici, l'intersection est là, ici, le bord du sommet de la colonne, ici, et puis les lignes de fuite ici du bas du plancher, ici, et donc tous ces points sont situés sur une droite unique. C'est ce qu'on appelle la perspective en arête de poisson. Pourquoi? Bah parce que ça donne effectivement l'idée, ça figure l'épine dorsale d'un poisson et toutes les arêtes qui partent du poisson. Ça ne veut pas dire que les Romains avaient une représentation qui était mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquaient pas un art qui était satisfaisant pour eux, ou qu'ils étaient frustrés, ou qu'ils n'étaient pas assez forts pour dessiner correctement. Je vous rappelle quand même que les Romains sont des grands bâtisseurs, ont dirigé un empire plus grand que l'Europe pendant des centaines d'années, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement impressionnant. Pourquoi les Romains n'utilisaient-ils pas une perspective classique? Eh bien parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Parce que quand vous voulez créer une manière de trompe-l'œil dans le tympan d'une porte ou dans une paroi pour agrandir l'espace, vous n'avez pas besoin d'unifier l'espace parce que vous n'avez pas besoin de créer un trompe-l'œil réel. Le but du jeu n'est pas de rendre la paroi transparente ou de donner l'impression au public qu'il n'y a pas de paroi. Le but du jeu est simplement de créer un peu de relief pour agrandir un peu l'espace, pour donner un peu une impression de profondeur. Il n'y a pas besoin de plus. Et s'il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de point de fuite, on n'a pas besoin de trouver une unification globale du plan de perspective. On peut se contenter de cette perspective en arête de poisson. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit pour les Égyptiens, où la manière de représenter était influencée par la manière de penser le monde et de penser en particulier l'être humain, et bien de la même manière, chez les Romains, la manière de représenter, la manière de dessiner, elle est influencée ici plutôt par l'utilisation que l'on fait du dessin, qui n'a pas besoin de la perspective moderne telle que nous la concevons aujourd'hui. Pour fonctionner, on peut très bien se contenter d'une vision plus limitée, d'une vision en arête de poisson. Donc ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de vision du monde. Voilà. Or, chez les Romains,
le dessin, effectivement, est proche de ce qu'on fait dans les représentations contemporaines en perspective, mais les outils de représentation photoréaliste n'ont aucune chance d'émerger parce que les Romains ne vont jamais demander plus à leur représentation picturale. Et par la suite, même si on peut se dire, allez, on y est presque, on va y arriver, en fait, ces représentations, elles vont devoir patienter encore avant d'émerger, parce qu'à la chute de l'Empire romain, l'Europe va arriver dans une période qu'on va appeler le Moyen Âge. Le Moyen Âge qui a une mauvaise réputation, qui a une réputation d'époque sombre. Bon, effectivement, c'est une période où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de troubles sociaux et politiques, mais c'est aussi une période qui sera extrêmement riche au niveau artistique. Alors pas forcément d'une richesse classique, parce que en période de trouble, forcément, les moyens que l'on peut consacrer à l'art sont moins importants que ce qu'on peut y consacrer en période de calme. Mais néanmoins, on va avoir par exemple des églises, donc des représentations architecturales qui seront très importantes. Voilà l'église Sainte-Vitale à Ravenne. On est au VIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est très ancien. Voilà le plan de l'église Sainte-Vitale, qui est assez classique, puisqu'on a une forme qui est une forme d'octogone, hein, qui est la forme classique des églises les plus anciennes. Mais l'église Sainte-Vitale, elle est surtout célèbre pour son intérieur, avec des mosaïques. Ici, on a une mosaïque qui est un tympan de porte, qui est le sacrifice d'Isaac. Ici, on a l'agneau divin, l'Agnus Dei, qui est la partie centrale de la voûte du presbytère. Et donc, qu'est-ce qu'on constate avec ces représentations artistiques? Eh bien, c'est qu'on est dans une espèce d'apogée de l'histoire de la mosaïque. La mosaïque, c'est quand même extrêmement compliqué à faire, hein, puisque vous devez travailler avec des petits morceaux de terre cuite colorée que vous allez assembler comme un puzzle géant pour créer des représentations. Ceci est extrêmement perfectionné comme technique de mosaïque, et pourtant, quand vous regardez cette scène du sacrifice d'Isaac, on est quelque part dans la même perspective que celle des Romains, avec peut-être ce que nous pourrions presque appeler des défauts supplémentaires, c'est-à-dire des choses qui s'écartent de notre vision classique de la perspective. Notamment, si vous regardez sur la gauche, ce personnage qui est à l'intérieur de ce qu'on pourrait voir comme une espèce de petite guérite, en fait, c'est pas une espèce de petite guérite, c'est une église. L'arbre qui est au milieu de la scène, il n'est pas bien grand, il a un feuillage un peu limité. Oui, il a un feuillage un peu limité, mais en réalité, c'est un arbre, et on le sait parce que il a des feuilles, il a un tronc. Et s'il est limité, c'est simplement parce que le tympan sur lequel il est dessiné n'est pas plus grand que ça. Et donc il y a à la fois une volonté de représenter des choses, hein, on les reconnaît malgré tout, et en même temps l'idée de les présenter, et de les présenter dans une forme qui correspond au support. Donc si vous regardez la table avec les anges, par exemple, la table, elle est toute penchée, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'on la représente comme étant une table penchée. Ça veut dire qu'on veut montrer, en la penchant, qu'il s'agit d'une table. Et le reste, en fait, n'est pas très important, puisqu'il n'y a pas de volonté de réalisme par rapport à la représentation du monde. Donc on est ici presque dans une représentation symbolique. Et on le voit, hein, avec la représentation de l'Agnus Dei, on est dans quelque chose qui est très coloré, qui est plein de symboles, qui est plein de décorations, etc. Donc on est presque dans de l'art qui est symbolique. Alors ce côté symbolique et ce côté conventionnel, on va le retrouver dans tout l'art du Moyen Âge. Regardez par exemple ici la Bible de San Paolo. Charles le Chauve sur son trône, on est ici dans l'art carolingien, donc on est en gros au IXe siècle. Charles le Chauve sur son trône, il est très grand, il est dans un palais, il est entouré de sa cour, il est surveillé par les anges. Eh ben, tous ces éléments-là sont présents, ils sont absolument visibles, mais ils n'ont absolument rien de photoréaliste. Charles le Chauve est un grand souverain. On le voit parce qu'il est 1,5 fois aussi grand que les gens qui l'entourent. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, Charles le Chauve mesurait 2,50 m de haut. Ça veut dire simplement que Charles le Chauve a une importance symbolique qu'on va transcrire dans le dessin en lui donnant une plus grande taille. De la même manière, le palais, c'est un élément de décor, on va juste le représenter comme un petit élément de décor, c'est pas grave. Les anges, on va les placer où il y a de la place, donc en haut, parce qu'évidemment, ils appartiennent au royaume des cieux, et puis ils vont s'intégrer d'une manière harmonieuse et graphique au dessin, mais sans qu'il y ait la moindre volonté de représentation réaliste. Encore le même genre
de représentation ici. Donc l'empereur Othon II, ici on est au Xe siècle. Bah, Othon II, voilà, soit mesurait 3,40 m, soit on l'a dessiné de manière symbolique. Et ici, effectivement, on l'a dessiné de manière symbolique. Donc on voit que même s'il y a encore des choses qui sont un peu placées en oblique, comme le toit, bah, du point de vue de la perspective, c'est assez maladroit. Mais l'idée ici n'est pas de refaire encore une fois du photoréalisme. Encore une fois, l'art du Moyen Âge est un art qui est tout à fait remarquable, mais pas parce qu'il se conforme à notre manière de dessiner ou notre manière de penser, parce que dans son symbolisme, il va pratiquer des formes qui seront très originales, qui seront remarquables de technicité, parce que c'est quand même assez compliqué de faire ce genre de truc, surtout à l'époque, euh, et puis qui vont présenter des ensembles de couleurs et de graphismes qui seront également remarquables. Encore un exemple avec la Bible d'Alcuin, Albin Alcuin, je vous en reparlerai, on en a déjà parlé en typographie l'année dernière. La remise des tables de la loi à Moïse, c'est donc un récit biblique. On voit dans la partie du dessus Moïse qui reçoit les tables de la loi de la main de Dieu, montées sur le mont Sinaï, et puis on voit juste en dessous Moïse qui répand la bonne parole et qui explique les 10 commandements à ses fidèles. Alors, il y a un aspect BD à ça, hein. Il y a deux scènes qui sont séparées par une ligne horizontale, mais il n'y a pas de volonté photoréaliste. On voit qu'il s'agit de, on sait qu'il s'agit de Moïse, on sait qu'il s'agit du mont Sinaï parce qu'on connaît l'histoire et qu'on voit bien qu'il y a une espèce de monticule avec des buissons ardents, etc. Ça correspond à l'histoire, ou en tout cas à l'histoire qu'on raconte. Mais bien entendu, il y a aussi, si on regarde le bas du mont Sinaï, ben, on voit qu'il y a cette espèce d'effet de toile tendue, comme si c'était presque un décor de théâtre. Il y a pas vraiment de représentation de l'horizon. Le royaume des cieux, dans le sommet d'où émerge la main de Dieu, ben, ça a un côté un peu naïf. Donc il n'y a vraiment aucune volonté de photoréalisme, il y a une volonté de symbolisme. De la même manière, dans le bas, on voit que le plafond à caisson, on a des lignes obliques, on a des choses qui sont cachées les unes derrière les autres, on suggère un petit peu de relief. Dans l'assistance, on a aussi des gens qui sont les uns derrière les autres, on suggère un peu de relief, mais il n'y a absolument aucune volonté de représenter un espace cohérent. La géométrie réelle de la salle ou du bâtiment dans lequel Moïse a donné lecture des tables de la loi n'avait probablement absolument rien à voir avec ce qu'on voit ici. Donc on est dans l'art carolingien, on est ici grosso modo à la moitié du 9e siècle. Eh bien, on voit que même si on a quelque chose qui est très riche au niveau des couleurs, au niveau du graphisme, il y a une recherche de disposition et de rythme du récit par rapport au format de la page sur lequel ça se trouve. Il n'y a pas de volonté de photoréalisme. Encore, encore plus clairement ici, l'évangéliaire de Ustirade, le baptême du Christ, bon, bah, le fleuve Jourdain est donc une espèce de douche qui coule d'une amphore, d'abord en oblique et puis verticalement. Il n'y a pas de différence d'orientation entre le Christ qui est pourtant censé être couché dans le Jourdain et les anges qui attendent pour le sécher, qui sont debout à côté du Jourdain. Non, non, tout ça est simplement représenté avec une volonté symbolique et puis une volonté graphique d'illustration, pas du tout pour le conformer au monde réel, mais simplement, encore une fois, pour avoir quelque chose qui soit esthétique et quelque chose qui représente les valeurs qu'on veut représenter. On a plein d'exemples comme ça au Moyen Âge, je ne vais pas forcément vous les présenter tous, il y en a dans le livre, il y en a dans le diaporama. Je reviens néanmoins sur ceci. Une illustration de Durham sur la vie de Saint Cuthbert. J'ignore toute la vie de Saint Cuthbert, mais je sais qu'il a voyagé sur un bateau. Et que ce bateau, il est représenté ici avec ses fidèles qui avancent sur la mer. Comment est-ce que je sais que c'est la mer? Ben, parce qu'il y a des vagues. Et donc, il y a clairement là-dedans une volonté graphique. On voit bien que c'est assez recherché. Il y a un équilibre géométrique. Il y a l'utilisation de la feuille d'or qui va contraster de manière très agréable par rapport au ciel qui est rouge. Mais ni la mer, ni le bateau, ni les personnages ne sont représentés de manière réaliste. Ce n'est pas ça qui est important. On va d'ailleurs le voir avec d'autres choses, et notamment les enluminures dans les Bibles du Moyen Âge. Les enluminures, c'est quoi? Ben, ce sont ces espèces d'illustrations qui vont enrichir le texte, soit simplement en faisant lettrine, comme ici, soit en étant des illustrations qui vont s'intégrer au texte
ou qui vont carrément occuper des pages entières. Ici, je vous montre la Bible de Vivien, qui est réputée être la première Bible de Charles de Chauve, et vous voyez que même si, encore une fois, au niveau du photoréalisme, on est nulle part, mais c'est pas l'objet, ben, on est dans quelque chose qui est graphiquement très beau. Regardez cette représentation du Christ, hein, en majesté, avec les 4 évangélistes, etc., etc. Ben, vous voyez qu'il y a une recherche au niveau des couleurs, il y a une recherche au niveau du graphisme, et que le côté naïf des personnages n'a absolument aucune importance. Autre exemple de la magnificence de l'art du Moyen Âge, on est au IXe siècle, le livre de Kells, qui est une Bible aujourd'hui conservée à Dublin. Eh bien, on voit la richesse du dessin et la finesse avec laquelle c'est fait. Donc voici, donc ceci est la page qu'on appelle la Key-Row Page. Et ben voilà un détail, vous voyez que tout ça est dessiné avec des pinceaux d'une finesse qui est absolument éblouissante. C'est rehaussé à la feuille d'or, il y a des couleurs qui sont absolument phénoménales. C'est extrêmement impressionnant. Donc, encore une fois, le message est le même que pour les Égyptiens et pour les Romains. L'art du Moyen Âge n'est pas l'art du Moyen Âge n'est pas un art qui obéit aux mêmes règles que nous. On ne peut pas l'évaluer d'une manière qui est sous l'angle de la conformité au monde réel. L'objet de l'art du Moyen Âge n'est pas de représenter le monde réel. Bien sûr, on représente des fois des objets du monde réel, donc on leur donne une certaine ressemblance. On sait que lorsqu'on représente une scène, il y a la notion de relief, il y a des choses qui sont un peu penchées, qui paraissent déformées, qui sont les unes derrière les autres, etc. Tout ça, on le sait, c'est assumé. Mais la volonté principale de l'art du Moyen Âge, c'est de donner une forme belle, spectaculaire, raffinée, à des choses qui sont symboliques. Donc on est plus dans le symbolisme que dans le réalisme. Ce qui explique qu'on puisse avoir des choses qui sont extrêmement belles, comme notamment le livre de Kells, et qui sont en même temps assez éloignées d'une représentation photoréaliste du monde. Alors je vous montre un petit extrait vidéo qui vient d'un film qui s'appelle Brendan et le secret de Kells, film de Tom Moore en 2009, qui explique d'une manière un peu romancée la manière dont cette Bible, le livre de Kells, a été dessiné. Le livre de Kells. Voilà. Et donc, je le répète une dernière fois, pour toutes ces formes d'art qui peuvent nous paraître, ces formes de représentation qui peuvent nous paraître comme primitives et imparfaites, l'objet n'est pas de représenter le monde tel qu'il est vu, l'objet n'est pas de représenter le monde tel qu'il est, avec une réalité physique quelconque, mais le- la forme artistique qui va être utilisée va dépendre extrêmement fort de la manière dont on pense le monde et des idées, de la philosophie, de la culture dans laquelle ces images, ces peintures, ces dessins vont s'exprimer et de l'usage qu'on en fait. Il faudra attendre le XIVe siècle, en Italie, pour qu'une autre forme de représentation voie le jour. Ce sera la Renaissance et ce sera l'objet de la prochaine capsule.